Action spectaculaire et les nouvelles informations dont on dispose. Je voudrais vous entendre sur une question passionnante que tout le monde se pose depuis le début de cette guerre, fin février, et qui vient de recevoir deux éléments de réponse très intéressants. Poutine mène-t-il cette guerre malgré les Russes, en opprimant les Russes, en les faisant taire, en ne les consultant pas, ou bien mène-t-il cette guerre avec le soutien des Russes ? Ce n'est pas une question anodine, c'est une question très importante parce que dans le premier cas, Vladimir Poutine serait le seul responsable de cette boucherie. Il n'y a pas d'autre mot. On voit que c'est une guerre dont les civils souffrent parmi les premiers. Dans le premier cas, il serait le seul responsable. Dans le second cas, c'est la responsabilité d'un pays, peut-être d'un peuple qu'on pourrait questionner. Donc ça n'est pas rien dans l'hypothèse où Vladimir Poutine ne serait plus là, mais ça n'est pas rien même dans l'idée qu'on se fait de cette guerre. Évidemment, si c'est un peuple ou un pays tout entier qui est derrière cette invasion, c'est une autre affaire que s'il s'agit d'une forme, je ne sais pas s'il faut appeler ça folie, parce que Poutine est sans doute parfaitement rationnel, mais en tout cas une forme d'action imputable à un seul homme. Alors d'abord, quels sont ces deux éléments ? En quoi y voit-on plus clair sur le soutien des Russes à Vladimir Poutine ? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et ces éléments, je le disais tout à l'heure, c'est que oui, le soutien des Russes reste majoritaire. Alors quels sont ces deux éléments nouveaux ? Qu'est-ce qui permet en clair d'établir ce soutien ? Eh bien, il y a deux constats, David, réalisés ces derniers jours qui permettent de l'établir. D'abord, un reportage simple, mais pas si fréquent, celui de notre confrère Benjamin Quesnel, journaliste aux Échos. Il a pu se rendre dans ce qu'il appelle la Russie profonde. Ici, précisément dans la région de Krasnodar, voisine de l'Ukraine et de la Crimée, et plus précisément dans cette ville agricole d'Oust-Labinsk, 40 000 habitants, l'équivalent, si vous voulez, de Montélimar. On est à 1300 km au sud de Moscou, c'est pour ça que vous ne le voyez pas sur la carte, 400 km à l'est du Donbass. Et que constate-t-il ? Eh bien, pour le résumer d'une formule, un terreau de soutien au Kremlin, dit Benjamin Quesnel. Les locaux n'hésitent pas à parler haut et fort de guerre, alors que, je vous le rappelle, l'utilisation du mot guerre est interdite par le Kremlin, puis continue-t-il de leur fierté d'envoyer leurs hommes au front. Exemple, Elena, chanteuse dans un chœur cosaque qui dit « Mon mari est prêt à aller au front, pas comme ces traîtres moscovites fuyant comme des rats », dit-elle. Pour rappel, c'est souvent dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg que la contestation anti-guerre est la plus visible. Témoignage aussi de Yuri, un vendeur qui s'enthousiasme « On va droit vers une grande guerre, je suis prêt ». Même son de cloche, enfin, chez Svetlana, mère de famille, en l'occurrence de 2 soldats. « Nous faisons confiance à Poutine », clame-t-elle. Et elle ajoute, et c'est intéressant pour comprendre les raisons de ce soutien, c'est un conflit de civilisation qu'ont apporté les Occidentaux de positif, mis à part coloniser et détruire. Je hais vos valeurs. Oui, très intéressant, parce que c'est le discours de Vladimir Poutine, et on peut se dire que c'est une construction. Enfin, s'il est partagé dans la Russie profonde, c'est quand même une autre histoire. Deuxième constat, donc cette interview passionnante du directeur scientifique de Levada. Qu'est-ce que Levada, Fanny ? Eh bien, Levada, c'est un institut de sondage russe réputé pour son indépendance vis-à-vis du Kremlin et l'un des derniers de l'avis des observateurs qui donne une idée vraiment fiable de ce qu'est l'opinion russe. Son directeur, le voici, il s'appelle Lev Gudkov. D'abord, lui aussi, il fait ce constat d'une adhésion, mais surtout, il explique de quoi est faite cette adhésion. C'est une mentalité de sujet plus que de citoyen, dit-il, qui repose sur la peur et la dépendance à l'État, dit-il à nos confrères du Monde. En clair, au fond, il dit l'homme ou la femme russe est guidé avant tout par le conformisme et l'identification à l'État, ce qui est une grande différence avec nos sociétés individualistes. Autrement dit, je cite toujours, il serait plus juste de parler d'une absence de résistance ou d'une absence d'opposition que d'un soutien ou d'une bénédiction, dit-il. C'est une position passive, sans coût ni responsabilité. Et il ajoute, pour une grande partie des Russes, la politique, comme la guerre aujourd'hui, est un champ qui n'a rien à voir avec eux. Il ajoute aussi un autre facteur dont on se doutait, une forme de peur dans une part importante de la société, l'idée qui domine est que l'État est un maître qui a toujours raison et n'a de compte à rendre
à personne. C'est aussi ce que décrit toujours au Monde le romancier moscovite Dmitri Gloukovski. Il vit en exil en Europe depuis janvier parce qu'il s'est opposé à l'invasion russe. Et voici ce qu'il déclare. La coexistence entre l'État et l'individu est comparable à celle d'un prédateur invincible et de petits animaux tentant de se cacher derrière lui. Il ne faut pas attirer son attention, ne pas croiser son chemin, ne l'irriter en aucun cas. Et quels sont les derniers chiffres donnés par cet institut Levada sur ce soutien? Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on comprend bien, c'est que ce n'est pas vraiment une forme de soutien actif. Ce n'est pas une approbation, comme on a l'habitude de l'entendre ici, en France, ou dans la plupart des pays occidentaux, où on juge nos gouvernements. Ça fait partie du sport national. On est pour, on est contre, on râle, ou au contraire, on est content. Là, on comprend bien que c'est une forme de... finalement, considérer que ça n'est pas son affaire, ça n'est pas mon affaire. Et ce que l'État décide, ce que mon gouvernement décide, par nature, je vais être porté à l'approuver. Donc, quels sont les derniers chiffres? Parce que l'Institut Levada continue à mesurer cet indice. Oui, et la tendance générale, David, c'est effectivement un soutien massif à l'invasion. On est à 72% au mois de septembre selon Levada. Cela dit, le chiffre est en recul de 8 points par rapport au début de la guerre. En revanche, quand on rentre dans le détail, il y a une inflexion ces dernières semaines. Le nombre de Russes qui se disent favorables, voire très favorables, à la poursuite des hostilités en Ukraine est passé de 44% au mois de septembre à 36% aujourd'hui, 8 points de moins. Quant à la proportion de Russes qui, à l'inverse, disent préférer entamer les pourparlers de paix, eh bien, elle est passée de 48% en septembre à 57% aujourd'hui, 9 points de plus. Merci Fanny. Il y a quand même une évolution. Enfin, globalement, le soutien est le même. Ça vous surprend, Mariana? Alors, ça ne me surprend pas du tout. Et j'ai envie de dire, encore un peu, on va se rendre compte que Poutine avait commencé cette guerre il y a 8 ans parce qu'il était en perte de vitesse. Il l'a fait pour plaire à la population russe, parce que ce qu'elle réclame en réalité. Il faut se rappeler quand même d'un fait qui est tout à fait parlant, c'est qu'au début, quand Poutine a été présenté par Yeltsin au public, c'était un inconnu. Et pour plaire au public, pour plaire aux Russes, qu'est-ce qu'il a fait? Avant les élections, il a commencé la deuxième guerre de Tchétchénie. Alors, ça en dit quand même quelque chose sur la société russe. Ensuite, il faut se rappeler que Poutine, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, et au cours de ces 20 années, il a multiplié les agressions militaires, des campagnes militaires à l'étranger. Il avait attaqué la Géorgie, il avait participé activement en Syrie, et il avait commencé la guerre en Ukraine, il a envahi l'Ukraine. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas pour assouvir ses rêves de grandeur ou sa nostalgie du passé. C'est pour offrir... C'est parce que l'opinion, vous dites, c'est parce que l'opinion y est sensible. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, ce sentiment de la plus grande catastrophe géopolitique du siècle, qui est la désintégration de l'Union soviétique, elle est largement partagée par l'opinion publique russe. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir ça par rapport au décorum de festivités nationales, par rapport à la propagande, par rapport à la production audiovisuelle. L'opinion publique est extrêmement sensible au passé soviétique et je vous assure qu'il n'est pas sensible au déficit de produits alimentaires dans les magasins. Il est surtout sensible au fait que ce fut une époque où on avait le droit, où on pouvait occuper d'autres pays, où on pouvait lancer des crises majeures à l'échelle mondiale. On était influent, on était puissant, on était respecté partout. Et c'est cette impression-là que Poutine, finalement, essaye d'offrir tant qu'il peut à sa population. Et vous, François, ça vous surprend encore ce constat? Non, ça ne me surprend pas. Et les gens de Levada sont très sérieux. Bien sûr, ils travaillent aussi sous contrainte. Alors, les chiffres eux-mêmes, il faut les prendre un petit peu avec des pincettes. Eux-mêmes le diraient assez volontiers. Monsieur Gloukov, la première fois que je l'ai rencontré, il venait de se faire tabasser par une bande d'hommes de main. C'était en 2014, d'ailleurs, au moment de l'annexion de la Crimée. Donc, ce sont des gens assez sérieux. Par contre, je n'exagérerai pas ce qui vous paraît être le trait saillant de ce sondage. Moi, ce que je relève, c'est que plus de la moitié des Russes ont compris qu'ils étaient en train de perdre la guerre et qu'il fallait négocier. C'est quand même ça, hein, la ligne de résultat. C'est un peu paradoxal, honnêtement, parce qu'ils sont à la fois, ils soutiennent cette opération, en même temps, ils pensent qu'il faut absolument négocier. Vous viviez dans une dictature.
on vous demande est-ce que vous aimez le chef. Alors bien entendu, vous répondez j'aime le chef. Alors Et attendez. puis ensuite, on vous demande est-ce que c'est une bonne idée de négocier pour avoir une fin à la guerre. Et là, vous avez 57% des gens qui disent oui, c'est une bonne idée de négocier. Et, la question précise, parce qu'elle est précise celle-là, appelle une réponse assez claire. La question un peu générale, je le thème, est-ce que vous soutenez votre gouvernement? Dans une dictature, vous n'allez pas dire que vous ne soutenez pas le gouvernement. Oui, alors quand on l'interroge, voilà ce qu'il dit, le responsable des données politiques de l'Evada. On lui demande évidemment si les Russes se sentent libres de répondre aux questions. Il dit les données que nous recueillons sont fiables. Le refus de répondre s'établissent autour de 40% la plupart du temps pour des raisons techniques. Les gens ont autre chose à faire, etc. C'est la même chose un peu quand on fait des sondages en France. Nous estimons les refus motivés par des considérations politiques. On peut imaginer que c'est la peur. À 10 à 15%. Oui. Voilà ce qu'il dit. Donc, en gros, il dit... Ce n'est pas exactement l'épaisseur du trait entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, si je puis dire. Hein. C'est Enfin... que 10 à 15% dans un sondage politique, c'est quand même un petit peu sérieux. Bon. Non, mais vous savez, les sondages, il faut Hervé. toujours regarder l'évolution dans une démocratie comme dans un cas comme celui-ci. Et donc, François Hesbourg a raison. Moi aussi, c'est ce chiffre qui m'a frappé en premier plus lieu. l'évolution. Les 57%. Mais du coup, si on regarde l'évolution, ce qui est également frappant, c'est que ça dégringole. Quand même, l'adhésion ou cette forme de passivité admettant l'opération militaire est en fort recul. Et elle est en fort recul, pas dans n'importe quel contexte. Elle est en fort recul quelques semaines après une opération de mobilisation générale déclenchée par Vladimir Poutine. Et quelques semaines, pardon de vous interrompre, après la contre-attaque qui a porté ses fruits, le début de la contre-attaque ukrainienne, en particulier dans le nord et le là, nord-est. on a quand même, à travers ces chiffres, on a plusieurs indications assez précises du fait que cette adhésion, si jamais ça a été une adhésion, encore une fois, il semble que ce soit plutôt une forme de passivité, eh bien, elle est en recul. Et donc, Vladimir Poutine ne marque pas de point vis-à-vis de son opinion dans cette opération. Si vous permettez juste assez brièvement, parce qu'en dehors des sondages, il y a aussi d'autres facteurs qui permettent de mesurer l'adhésion. Et je rappelle que la guerre, elle dure depuis 8 ans. Et une fois, à l'époque, en 2014, quand la Crimée a été occupée et puis annexée, ce qu'on pouvait constater, par exemple, c'est qu'il y avait un mouvement absolument enthousiaste, en flot de Russes, qu'ils soient des stars de cinéma, des chanteurs, des présentateurs télé ou des simples touristes, qui venaient tous en pèlerinage en Crimée juste pour se prendre en photo. Maintenant, c'est à moi. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose maintenant sur les territoires occupés. Il faut vraiment beaucoup d'encouragement pour qu'ils y viennent. Et vous, François, c'est la même question. Est-ce que vous êtes surpris? François, c'est le jeune homme là-bas. Ah, pardon, Pierre. Je disais, c'est bizarre, pourquoi ils sont Jeunes hommes et jeunes hommes. Pierre, oui, est-ce que vous êtes surpris Non, je suis pas surpris, y compris dans la contradiction entre le fait que quelque part il y a cette espèce de légitimisme face au pouvoir russe, face à la figure d'un personnage, Poutine, qui depuis le début s'est positionné en mettant sa poitrine nue en avant pour montrer qu'il protégeait le pays, en disant aux membres de la Fédération de Russie, parce qu'il n'y a pas que les Russes, écoutez, voilà, moi je m'occupe des affaires sérieuses, je vais buter les Tchétchènes jusqu'au fond des chiottes, pour reprendre cette formule, etc. Je suis l'homme fort, je m'inscris dans une tradition très, très, très ancienne, et pour le reste, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et là, malgré le matraquage des médias d'État, malgré tout ce qui a été dit, Hervé l'a dit, il y a quand même une rupture, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement abrutis, et ils se rendent compte que la mobilisation, j'avais fait le calcul en disant 3 millions de réservistes mobilisés, sachant que c'est peut-être plus, si vous multipliez par 10, c'est-à-dire si on prend en gros chacun d'entre nous, les gens très proches, la famille, les amis, les amours, etc., on va dire 10, 15 personnes, bon, vous multipliez par 300 000, ça commence à faire un peu de monde qui commence à se dire « Ah oui, mais tiens, c'est pas simplement une opération spéciale loin, c'est un truc qui se passe chez moi ». On a apparemment aussi des études ou des retours qui montrent que les familles commencent à se diviser entre les plus anciens qui sont gavés de médias d'État depuis très longtemps, qui sont assez sensibles à l'effondrement du bloc soviétique, cette espèce de nostalgie, la guerre patriotique, qui, comme vous le savez, n'a commencé qu'en 1941. Avant, il ne s'est rien passé du tout. Donc, cette espèce de reconstruction, c'est quelque chose aussi où les plus anciens sont assez sensibles. Et puis, les plus jeunes qui commencent à dire « Mais attendez, c'est quoi ce truc? On nous a vendu une petite opération spéciale chez les frères ukrainiens pour les débarrasser des nazis.
et on se retrouve avec une mobilisation. Sur cette image de l'homme fort, 2 remarques très rapides. À l'époque de Staline, au moment de la grande guerre patriotique, Staline se retrouve dans son train militaire dans la Pampa, quelque part en Sibérie. Il y a une panne, il descend avec ses proches, et puis il y a une babouchka qui arrive, une paysanne du coin, qui arrive pour leur apporter de l'eau. Voilà. Et elle lui dit « T'es qui, toi ?» Et donc, il dit « Moi, je suis Joseph Staline. » Il n'y avait pas la télévision à l'époque. La télévision, mais sauf qu'il y avait des portraits de Staline, il y en avait partout dans toute la Russie, jusqu'au fin fond de l'Oural. Et il dit « Mais t'es un menteur. T'es un menteur. Staline, il fait 2 mètres de haut. Il est très grand et très fort. Toi, t'es petit et gros. Tu ne peux pas être Staline. » Voilà. Donc, si vous voulez, on est dans... Et Poutine a repris derrière Eltsine, qui ne pouvait pas symboliser le gars de 2 mètres qui protégeait le pays. Il était à moitié bourré et puis il n'avait pas le physique, même s'il a joué un rôle très important pour la préservation de la démocratie. Lui, Poutine, instinctivement, cet homme du KGB, se désespérait de l'effondrement du bloc soviétique, il a compris ça et il a essayé de l'incarner. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui parlent d'humiliation, c'est lui le champion de l'humiliation, de sa propre humiliation, de l'humiliation de son armée. Et c'est quand même pas complètement étonnant qu'on en voit quand même des résultats dans les sondages. Vous voyez, aucun d'entre vous n'est surpris. Moi, je suis quand même surpris. Et quand on dit des vérités dérangeantes, effectivement, ça peut paraître dérangeant, ce constat. Pourquoi ? Et vous allez voir une séquence qui en dit plus long que tout ce que je vais dire. Parce qu'on peut s'imaginer que les Russes sont matraqués par une télévision d'État animée par la seule propagande, qu'ils n'ont droit à qu'une vérité. Mais quand ces Russes ont accès à toutes les sources d'information, enfin je dis les Russes, je ne veux pas généraliser à tous les Russes, mais beaucoup de ces Russes qui ont accès à toutes les sources d'information ont les mêmes opinions de soutien à cette guerre, même si ce n'est pas tous les Russes. Récemment, il y a une séquence qui est passée un peu inaperçue, tournée par Paul Larouturou et Alexis Tessier. Ils ont rencontré en France une Russe qui se promenait pas très loin d'un rassemblement d'Ukrainiens au centre culturel russe, d'opposition évidemment à cette guerre d'invasion en Ukraine. Et cette dame russe qui parle parfaitement anglais, qui voyage en Occident, qui est très bien informée, eh bien écoutez ce qu'elle lui a dit, écoutez la confrontation avec ces autres femmes ukrainiennes. Elle partage les convictions que cette guerre russe en Ukraine est juste, qu'elle est raisonnable, et qu'elle a tout lieu d'être. Écoutez, regardez, c'est il y a quelques semaines. Bonjour, vous parlez français un peu? Vous êtes russe? There is a protest against Russia, just here. Putin the best. Ah! The best. Europe. Not good information about Russia and Putin, because in Ukraine is fascism. You understand? Come with me, we will talk with them. Come with me. See with me. It's written Putin, just here, là. Putin, terrorist. No, it is not true. In Ukraine, warm, not Russia and Ukraine. Russia and Ukraine, it's not the same. Not the same culture, not the same language. Where are you from? From Kiev. Украина всегда была с Россией побратимыми народами. Это правда. Правда. После 2014 года. Я жила 16 лет в Москве. А я живу за 60 кілометрів від Донецька. І я знаю, що Запорожжя – це Україна, це не Росія. I'm Russian personality. I'm for Putin. Every Putin is terrorist. It's bye. Et elle a donné à l'armée ukrainienne. Voilà, alors là, je trouve que ça apparaît très clairement. Il y a l'idée qu'on peut se faire de ces Russes qui subissent cette guerre, finalement, et qui la désapprouveraient s'ils étaient au courant, s'ils avaient tous les éléments d'information. On voit que pour certains d'entre eux, et peut-être beaucoup d'entre eux, ça n'est pas le cas. Oui, écoutez, un point. Moi, je pense que une des choses qu'on découvre, en tout cas que je découvre, que je redécouvre, c'est que des personnes comme Anna Politkovskaya et d'autres personnes, depuis très longtemps, ont décrit le mal que Poutine a fait à la société russe, dans l'infantilisation, dans la culture de l'enfermement, leur faire croire qu'ils sont isolés, que la russité est menacée par le monde extérieur. Et en fait, tout ça éclate. Et l'autre élément qui me paraît important, c'était souligné notamment dans un papier de Sylvie Kaufmann dans Le Monde, c'est que le problème des Russes, c'est qu'il n'y a jamais eu de Nuremberg des crimes staliniens, il n'y a jamais eu de travail en Russie
sur l'étendue de ces crimes. Et ceux qui travaillaient là-dessus, à savoir Mémorial, cette association a été dissoute un peu avant la guerre, et pas pour rien, parce que justement, elle essayait de documenter ça. Et je pense qu'il y a... On découvre, si vous voulez, des archaïsmes, des réflexes primaires, primitifs, à mon sens, dans une partie de la société russe, parce que ce travail de clarté, de vérité par rapport à leur passé n'a jamais été fait. Et donc, à partir de manipulations d'État que vous pouvez faire, et en reconstruisant un ennemi extérieur, notamment l'Occident. Regardez juste une chose très rapidement. Au début, c'était les nazis de Kiev. Après, ça a été l'Occident collectif. Maintenant, c'est les Européens sataniques. C'est-à-dire que plus, pardon l'expression, ça merde sur le plan militaire, sur le terrain, plus Poutine construit comme ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, la cible au début était petite. Les soldats russes ne sont pas parvenus à tirer dessus. Donc, moins ça marche, plus Poutine augmente la taille de la cible en disant, bon, il y a bien un moment, ils en mettront une dans la cible. Aujourd'hui, c'est l'Europe satanique, sachant que Poutine a des missiles qu'il a baptisés lui-même Satan 1, Satan 2. Mais cette dame, pardon, on peut dire qu'elle est manipulée, on peut dire qu'elle est... Enfin, elle a accès à des sources d'informations. Visiblement, elle voyage, elle est en Occident, François. Les patrons des 3 Einsatzgruppen allemands nazis qui tuaient les juifs et les partisans en Union soviétique, les 3 avaient des doctorats en droit. Ce n'étaient pas des imbéciles, ce n'étaient pas des gens mal informés, c'était des gens mauvais. On va pas dire que les Russes... Si on ne comprend pas qu'il y a une différence, non pas entre des gens intelligents et des gens idiots, il y a une différence entre des gens bienveillants et des gens malveillants. Mais les Russes ne sont pas mauvais, on ne peut pas dire que les Russes sont mauvais. Pardon. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait justement « Les bienveillants ». C'était sur les Einsatzgruppen. Vous savez, le prix Goncourt. Il y a Jonathan Littell. Et il ne suffit pas d'être intelligent pour être bon. Si tous les gens intelligents étaient bons, le monde serait probablement mais François, on ne peut pas partir du point de vue que les Russes sont mauvais. Non, mais je ne suis pas en train de parler des Russes. Je n'ai pas employé le mot russe une seule fois. Je suis simplement en train de dire que, ah oui, il est bien informé, donc forcément il soutient le combat des Ukrainiens. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ou en tout cas, il n'est pas aussi... Ça fonctionne, David. Aux États-Unis, un pourcentage significatif de la population considère encore aujourd'hui que l'élection de Donald Trump a été volée par Joe Biden. Et Dieu sait que les Américains sont très informés, qu'ils ont accès à toutes les sources et qu'ils ne vivent pas dans un pays sous un joug tyrannique comme la Russie. N'ont pas un QI de 40, je suis désolé. Je pense qu'il faut aussi considérer que, bien sûr que la propagande, ça fonctionne, et c'est pas un scoop. Malheureusement, la propagande, ça fonctionne, surtout quand elle a tous les moyens de l'État. Et en Russie, il y a les moyens de l'État à travers un certain nombre de médias qui sont suivis même par la diaspora, comme cette dame qui se promène dans les rues de Paris. Ce qu'on a vu aussi tout à l'heure dans les images que vous avez projetées, c'est les disparités à l'intérieur de cet immense territoire. Et là aussi, je pense qu'il ne faut pas se laisser abuser par ce contraste. C'est qu'il y a une partie de la population qui marche plus facilement à ce type de propagande parce qu'elle est très loin des villes. Et parce qu'elle, elle se trouve dans une situation où, au fond, elle n'a pas grand-chose à perdre. Et si, comme on le disait tout à l'heure, Vladimir Poutine leur offre une perspective de grandeur, eh bien, ils sont peut-être prêts à y adhérer ou en tout cas à l'accepter, parce que eux, ils n'ont pas l'impression d'y perdre grand-chose. Alors qu'en revanche, vous avez entendu tout à l'heure dans le témoignage, la même dame faisait reproche à la population moscovite de filer comme des rats pour ne pas combattre. Pourquoi ? Parce que dans les grandes villes, il y a une part de la population qui se dit, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup à perdre à cette opération militaire, à cette guerre, et si jamais il y a une défaite, je vais en subir directement les conséquences. Donc, dans un pays aussi large que celui-ci, qui n'est pas à l'échelle d'une autre, donc c'est plus difficile pour nous peut-être de nous projeter là-dedans, il y a des disparités qui s'expliquent par des différences de situation. Alors, Mariana, vous avez réagi quand vous avez vu ces images. Pour nous, c'est quand même des vérités dérangeantes. Mais écoutez, c'est ce qu'on a vu n'a strictement rien, même d'original. On aurait pu tourner les mêmes images, je ne sais pas, enfin, si on pouvait, en Italie, à l'époque de Mussolini. Quand Mussolini offrait la grandeur aux Italiens qui se sentaient humiliés, qui ne se sentaient pas à la hauteur, et quand il offrait la modernité, la grandeur, les colonies, eh bien, ils étaient partants. Après, quand il y a eu des revers, et c'est tout à fait comme les sondages qu'on a vus tout à l'heure de la Russie, à partir du moment où il y a eu des revers et qu'il fallait payer le prix de ses proches, là, on nous a trompés un tout petit peu. Mais c'est
tout à fait humain, si vous voulez, c'est de tenter de corrompre un peuple, une nation, avec cette promesse des grandeurs, avec cette promesse de tuer quelqu'un. Nous sommes quelqu'un, nous sommes importants, nous faisons des choses bien. Et c'est humain d'y croire, vous voulez dire? C'est humain de se laisser entraîner sur ce terrain-là. C'est pratiquement humain d'y croire. Ça s'est passé plusieurs fois dans plusieurs pays au cours des XXe siècle. Oui. Il faut commencer à... On pourrait considérer aussi qu'on est un peu guéri de ce genre de dérive. C'était quand même il y a 70 ans. David, une continuité russe historique entre le tsarisme, entre l'Union soviétique et la tyrannie poutinienne d'aujourd'hui. C'est toujours cette perspective. Mais c'est pour ça qu'on la Russie sera un très grand pays, pèsera sur le monde. Et ça, dans ces trois régimes qui sont totalement différents les uns des autres, il y a cette forme de continuité dans la population. Regardez un dernier mot, Pierre. Sergueï Lavrov, on peut dire que c'est un garçon intelligent et formé. Il est capable de répondre à des journalistes italiens qui lui disent « Attendez, vous n'arrêtez pas de parler des nazis de Kiev. Il y a un petit problème, le président est juif, le Premier ministre est juif. » Réponse de Sergueï Lavrov, oui, mais je crois bien qu'Hitler aussi avait du sang juif. Ouais. C'était ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans un monde où les réalités parallèles auxquelles des personnes vont adhérer par croyance. Le problème, c'est la dictature de la croyance sur la connaissance. Et puis après, vous avez l'instrumentalisation. Lavrov sait très bien ce qu'il en est, il connaît ces sujets-là. Mais là, il accentue ça. Et encore une fois, donc, vous avez des populations qui achètent ces croyances parce qu'ils en ont besoin et parce qu'ils n'ont pas été aidés dans les décennies précédentes à comprendre d'où vient leur histoire, ce qui s'est passé, quels sont les traumatismes de leur pays, le totalitarisme qui a été à l'œuvre chez eux, ça a été balayé. Et Poutine, depuis 20 ans, reconstruit une histoire patriotique à laquelle des personnes dans un monde qui est compliqué disent « Attendez, moi j'achète. Vous me donnez la réalité, je m'en fous. Moi, je veux croire des contes à dormir debout parce que ça me fait du bien. » On avance. Un dernier mot, alors. Oui, un dernier mot. L'intelligence et la connaissance ne suffisent pas à rendre les gens bons. Et c'est une grande erreur que de croire qu'il suffit d'ouvrir l'information pour que tout d'un coup les gens deviennent vertueux et qu'il suffit d'avoir fait de bonnes études pour être quelqu'un de vachement bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'être humain, sa morale ou son absence de morale ne sont pas strictement liés à son niveau d'éducation. Et la notion qu'on soit surpris par un micro-trottoir d'une femme russe dans les rues de Paris, c'est pas surprenant. Vous pouvez tourner des images pareilles à Paris en avril 1944, quand le maréchal Pétain venait à Paris. Il y avait des milliers de personnes qui étaient là pour l'acclamer. Ils savaient assez bien ce qui se passait. Ils écoutaient tous la BBC en cachette, parce que quand même, il fallait... Je ne sais pas si le discours du 18 juin du général de Gaulle avait été très, très, très écouté. Non, pas du tout. Non, mais là, A posteriori, on en a beaucoup parlé, mais sur le coup... Mais précisément, c'est bien ce que je dis. Il ne suffit pas que l'information existe et que les études existent pour qu'on obtienne le résultat souhaité. En l'occurrence, moi, je soutiens la cause ukrainienne, mais ça n'a rien à voir avec mon éducation ni avec mon intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est une question de morale et une question d'analyse politique. Bon, vous voyez que la guerre en Ukraine nous conduit très haut dans la philosophie. Ça vous passionne, mais on va avancer.